La Côte d'Ivoire n'est pas qu'un pays. C'est une mémoire collective, faite d'espoir, de silence, de crise et de renaissance. Comprendre son évolution sociopolitique, c'est comprendre comment le pouvoir a façonné la société et comment la société a, à son tour, résisté, chuté, puis avancé. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. À sa tête, Félix Houphouët-Boigny, figure centrale de la jeune nation. Le choix est clair: stabilité politique, unité nationale, développement économique. Pendant plus de 30 ans, le pays connaît une croissance rapide. Le cacao, le café, les infrastructures et l'ouverture aux migrants font naître ce qu'on appellera le miracle ivoirien. Mais cette stabilité repose sur un système politique verrouillé. Le parti unique domine. La contestation est marginalisée. La paix sociale existe, mais elle est fragile, car elle dépend d'un homme. À l'époque, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. C'est le premier président Houphouët-Boigny qui dirigeait le pays. Bon, c'était à l'époque où j'étais un peu plus jeune, mais c'était l'harmonie, c'était bien. Il avait un seul parti, ce que je retiens bien, c'était un seul parti, le PDCI, qui dirigeait le pays. Alors, sur le plan politique, Houphouët a pu mettre en place un État souverain contrôlé par le parti unique, qui est naturellement le PDCI-RDA. Et ce parti unique-là permettait aussi à la Côte d'Ivoire d'avoir des relations diplomatiques, surtout très étroites avec la France, qui est donc la patrie, sinon la nation qui a été à la base de la colonisation même de la Côte d'Ivoire. Et à partir de 1990, parce que de 1960 jusqu'à 1990, donc ces 3 décennies-là, étaient sous le règne du parti unique. Donc cette coloration, entre guillemets, de pouvoir, le régime totalitaire, donc à partir de 1990, Houphouët sera maintenant favorable à l'idée de créer ce qu'on appelle le multipartisme, c'est-à-dire l'adoption, la création de plusieurs partis politiques. Mais pourquoi il accepte? Parce que nous sommes dans un contexte de guerre froide et tendant vers la fin de la guerre froide, on a une démocratisation progressive au sein des États. Donc les partenaires, sinon les leaders, les puissances en dehors de la Côte d'Ivoire, donc notamment les partenaires de finances tels que le FMI, la Banque mondiale et tout ça, leur ont posé des contraintes de démocratisation véritable au sein donc, de chaque pays. Et c'est dans cette dynamique qu'Houphouët-Boigny sera donc favorable à la création du multipartisme. En 1990, le multipartisme a été décrété. Bon, sur l'impulsion un peu du Gbagbo, tout ça. Et il y a eu plusieurs partis en 1990. Il fait face à Houphouët-Boigny en tant qu'adversaire politique. Et ces deux-là, naturellement, vont aux élections. Et Gbagbo est battu par Félix Houphouët-Boigny. Et là, par la suite, on arrive en 1993. Donc, Gbagbo n'abandonne pas la lutte. Mais sauf qu'en 1993, Houphouët décède. Donc, il décède. 4 ans après, bon, 3 ans après, le vieux décède. Et puis bon, le président qu'on a dit, à l'époque, il était président de l'Assemblée nationale. Et l'article 11 disait, si le président décédait, l'article 11 donnait pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire au cours de cette période? Venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. D'un coup, la Côte d'Ivoire, toutes ses filles et tous ses fils, dans leur diversité, En 1993, la mort d'Houphouët-Boigny marque la fin d'un cycle. Le pouvoir change de main.
mais l'équilibre se fissure. La compétition politique s'intensifie. L'identité devient un enjeu politique. Le concept d'ivoirité s'installe progressivement dans le débat public. Ce qui était jusque-là une société multiculturelle commence à se regarder avec méfiance. Le politique entre dans la sphère sociale. Il y a une crise au niveau des successeurs. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas dans une monarchie, mais c'était déjà imprévisible. Donc, Bédié, dans la constitution de Côte d'Ivoire, la constitution qui a été donc rédigée par Félix Houphouët-Boigny à cette période-là, donc c'est une constitution qui est régie par la loi numéro 59-1 du 26 mars 1959. Cette constitution-là permettait à Bédié, qui était Henri Konan Bédié, paix à son âme, qui était donc à cette époque le président de l'Assemblée nationale, de succéder directement à Houphouët-Boigny. Mais en même temps, il y a Alassane Ouattara, qui se voit aussi comme un héritier direct. Les difficultés économiques du moment nous font prendre conscience de l'intensité de l'effort que nous devons déployer sans relâche pour assurer le prestige de notre pays et son rayonnement au plan international. Parce que dans la période de 80 à 90, il faut dire que le monde entier a connu une crise économique et ça n'a pas épargné la Côte d'Ivoire. Donc, pour juguler cette crise-là, qui battait son plaid donc aussi en Côte d'Ivoire, on pouvait faire appel à Alassane Ouattara qui était à cette période au FMI, c'est-à-dire au Fonds monétaire international, de venir en Côte d'Ivoire afin d'aider, comme je l'ai dit tantôt, à juguler cette crise. Et donc, lorsqu'il arrive, ça va créer le fait de travailler avec le président en tant que Premier ministre, ça va créer cette relation étroite entre lui et le président. Donc, en réalité, la Côte d'Ivoire, à la mort de Houphouët-Boigny, a deux successeurs qui se positionnent. Donc, cette crise de succession-là va entraîner aussi des crises, puisque Alassane Ouattara, avec l'avènement du concept de l'ivoirité, qui était déjà un concept à l'ivoirien, à l'image de la négritude, qui fustigeait un peu les avis du système colonial, l'ivoirité était un concept qui a été donc instauré par des intellectuels ivoiriens comme Nyangoran Porquet et puis Jean-Marie Adianfi, qu'on ne citait que ceux-là. Mais c'était dans un contexte pour valoriser la Côte d'Ivoire, pour mettre en avant les cultures ivoiriennes. Mais sauf qu'à partir de 1994, Bédié sort ce concept-là de son contexte et va l'utiliser à des fins politiques. En ce moment-là, l'ivoirité devient un outil politique. Donc, le président Alassane actuel, cette période n'était pas bon président, donc Premier ministre, il est contraint à l'exil parce qu'on lui reprochait de ne pas être ivoirien. Donc, il va en exil et par la suite, Bédié, qui succède donc à Houphouët après sa mort, va assurer la vacance de pouvoir jusqu'en 1999 où intervient un coup d'État qui est fait par son général d'armée, M. Robert Guéhi. On appelle des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait et regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon, ben, vous passez au poste de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au poste de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit, vous êtes burkinabé ou vous êtes malien. Donc, à partir de décembre 1999, le président Bédié est renversé par un coup d'État militaire pendant qu'il était chez lui à Daoukro. Donc, cette nuit-là même, M. Robert Guéhi et son groupe armé se rendent à la RTI et ils proclament à la nation, devant la nation ivoirienne, qui sont désormais les tenants du pouvoir. Qu'à partir de cet instant, le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc voici comment Bédié a été laissé du pouvoir. En 1999, la Côte d'Ivoire connaît son premier coup d'État, un événement impensable quelques années plus tôt. En 2002, une rébellion armée divise le pays en deux. Le nord et le sud se regardent désormais à distance. Les familles se fragmentent,
La peur s'installe, la confiance disparaît. En 2010, une élection présidentielle contestée plonge le pays dans une crise post-électorale meurtrière. La politique devient une question de survie. Des milliers de vies sont brisées. La société ivoirienne sort traumatisée. Le commerce ici, j'ai vu tout le temps j'ai passé ici. Mais le traumatisme est encore, ça est encore, en tout cas ça est là. Plus rien ne sera comme avant. Scène de ratissage ce matin à Bouaké. Nous sommes à l'entrée ouest de la ville où les affrontements les plus violents se sont déroulés hier. Les mutins traquent des éléments de l'armée ivoirienne qui se seraient infiltrés. Ils fouillent chaque maison, mieux vaut ne pas être suspect. 2002, il y a une rébellion. Mais bien avant même d'arriver en 2002, lorsque Bédié est élu comme président en 1995 à l'issue des élections, en 2000, il y a encore une élection. Gueye était là. Donc tous les présidents Alassane Ouattara actuels là, et puis tous les autres candidatures étaient tous éliminés. Là. Donc il restait Gbagbo et puis Gueye. Et à l'issue de cette élection, celui qui est proclamé vainqueur, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais juste 2 ans seulement après sa gouvernance, il y a un coup d'État militaire qui intervient. C'était la première fois en Côte d'Ivoire qu'on avait affaire à une rébellion. Donc cette rébellion a essayé de renverser le pouvoir, mais cet objectif n'a pas été atteint. En 2001, il y a eu une tentative de coup d'État, ça a raté. C'était en 2001, janvier 2001, 8 janvier 2001. Puis après 2002, la crise. Et la rébellion est arrivée 18 à 19 septembre 2002. C'est arrivé. Et ça, là, bon, là, tout le monde sait. Après, le pays est divisé. Il y a eu Marcoussi, tout ça, jusqu'à 2004. Il y a eu le RDP, Bédié, et puis le président actuel, Alassane. Bon, ils ont créé le RDP, et de ça, Gbagbo était là. Mais le pays était tout divisé. Et à l'issue de plusieurs sommets, notamment le sommet d'Accra, de Pretoria, de Lomé, il y a eu un consensus qui a été trouvé. Donc, entre le gouvernement de Gbagbo qui était déjà en place et la rébellion. Donc, il a fallu insérer dans ce gouvernement-là, d'alors, des ministres issus donc du camp de la rébellion, que la paix soit retrouvée en Côte d'Ivoire. Et puis, 10 ans après, décisivement en 2010, il y a une élection. Et cette fois-ci, le président Alassane, qui était en exil, a l'opportunité de se présenter en tant que candidat. Et à l'issue des votes, les résultats proclamés par la CEI ne sont pas acceptés par Laurent Gbagbo. Et donc, cela va entraîner une crise. Bon, ça a créé une grande crise et Alassane est monté au pouvoir. Après 2011, la Côte d'Ivoire tente de se relever. Les institutions sont restaurées. L'économie redémarre. Les infrastructures se multiplient. Mais sous la croissance économique, les blessures sociales restent ouvertes. Le pays est dur. Ils n'ont qu'à s'attendre pour s'arranger, pour que les affaires marchent. La réconciliation nationale est évoquée, mais rarement ressentie. La société avance, mais elle n'a pas tout pardonné. Les deux là, n'ont qu'à se débrouiller, on va nous laisser en paix. Nous, on va vivre en paix. On a besoin de vivre en paix. Nous, on s'en fout d'eux. Ce qui va se passer, c'est entre eux là-bas. Et vous avez voté qui? Bon, moi, le candidat qui voulait ça, le voter pour lui. À cette fois, sinon le premier jour quand il partait voter là, il avait l'intention de voter pour mon président Gbagbo. Mais à cette fois, mais après quand il s'est arrivé là-bas, il a vu que les données ont changé, donc il a voté pour mon président Alassane Ouattara. Le progrès matériel ne guérit pas toujours les fractures humaines. Jusqu'à 2011. Et 2015, ça allait très bien. Puis après, en 2018-2019, il y a eu entre RADP, Bédié est parti. Bon. Et puis bon, 2020, élection et des crises aussi, CNT, Bédié, et puis avec les autres. Mais il faut aussi signaler que cette crise-là a pris dans la vie du président Gbagbo 10 années, puisqu'il a été amené à la CPI du jugement. Je vous prie, monsieur, de vous lever
et je vous invite à nous dire quel est votre nom, ainsi que vos dates et lieux de naissance et votre profession actuelle. Et allumez votre microphone, s'il vous plaît. Et à l'issue de ce jugement-là, il a été donc acquitté, donc non peut pas, et il est revenu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est jeune, majoritairement connectée, créative, critique, observatrice. La politique n'est plus seulement dans les urnes, elle est dans les téléphones, les débats en ligne, la musique, la rue. Les nouvelles générations refusent les crises du passé. Ça s'est passé il y a longtemps. Donc actuellement, nous on ne veut plus penser à des choses comme ça. Actuellement, nous on vise devant, on ne veut plus la guerre, tu vois, non. Donc aujourd'hui, il faut dire que on a une sorte de paix relative en Côte d'Ivoire parce que cette instabilité qui a été causée par le coup d'État militaire de 1999, la rébellion armée de 2000, ainsi que la crise post-électorale de 2010, toutes ces crises-là successives ont effrité, sinon fragilisé le tissu social en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons une sorte de paix relative. On ne dirait pas qu'il y a l'instabilité, mais nous disons simplement que la paix n'est pas au beau fixe, parce qu'il y a toujours des fractions au niveau du tissu social. Ouais, moi je fais confiance aux dirigeants actuels. Voilà, avec tout ce qu'ils font. Actuellement, nous on voit, avec tout ce que les dirigeants font, les stades, construire le pays. En tout cas, le pays là se développer d'une manière. Moi, je me suis pas. L'histoire sociopolitique de la Côte d'Ivoire est une succession de constructions, de ruptures et de recommencements. Le pays a appris à tomber. Il apprend encore à se relever. La question n'est plus seulement « que s'est-il passé ?» mais « qu'est-ce que nous refusons de revivre ?» L'avenir reste à écrire. Et cette fois, il appartient à toute une